À la fin du XVIIIe siècle, deux peuples se révoltent presque au même moment. En Amérique, des colons se lèvent contre Londres parce qu'on leur impose des taxes sans leur demander leur avis. Ils veulent décider eux-mêmes, ils veulent protéger leurs terres, leur commerce, leur argent, et leur combat est très simple, moins de pouvoir central et surtout beaucoup plus de liberté, alors qu'en France, quelques années plus tard, la colère elle est différente, le pays est ruiné, les impôts sont totalement injustes, et ceux qui ont les privilèges payent moins que les autres, et ici on ne se bat pas contre un pays lointain, mais contre un système qui est jugé totalement inégalitaire. Encore une fois, on ne demande pas plus de liberté, on exige plus d'égalité. Ces deux révolutions qui sont proches dans le temps, mais pas issues de la même colère, pas vraiment la même priorité, et surtout pas le même héritage. Si toi aussi tu es partant pour te former à l'analyse fondamentale, tu peux dès à présent candidater pour Finology, qui n'est pas un simple projet, mais un espace restrictif dans lequel je t'enseigne tous les points obligatoires à connaître, que tu sois un particulier qui n'ait jamais entendu parler d'économie, ou un trader investisseur déjà rudement avancé sur le sujet, qui cherche à approfondir la globalité de ses connaissances en interprétation économique dans le but de venir compléter ton analyse technique sur les graphiques. Pour faire cette analyse, je vous propose qu'on enlève la morale, on enlève l'actualité, on revient à la base historique pour comprendre pourquoi la richesse est politiquement très sensible en France. En fait, il faut revenir aux fondations. Comme je vous l'ai expliqué juste avant, les deux révolutions à la fin du XVIIIe siècle, elles naissent presque en même temps, à quelques années d'écart, elles s'inspirent exactement des mêmes philosophes, et pourtant elles ne viennent pas du tout résoudre le même problème, et c'est là que tout divergent. À la fin du XVIIIe siècle, on a deux révolutions qui éclatent presque coup sur coup. En 1776, c'est les 13 colonies américaines qui déclarent leur indépendance vis-à-vis de la couronne britannique. Et en 1789, la France qui entre dans un processus totalement révolutionnaire qui met fin à plus de 8 siècles de monarchie avec un roi. Et donc à première vue, ces deux révolutions semblent plutôt jumelles. Elles invoquent toutes les deux les Lumières, les souverainetés populaires, la liberté et surtout les droits dits naturels. Les élites des deux côtés de l'Atlantique lisent John Locke, Montesquieu, parfois Rousseau, et pourtant elles ne répondent pas du tout à la même problématique. On peut observer ici que la possession anglaise en Amérique du Nord entre 1763 et 1776, finalement la date de la Révolution américaine, est extrêmement importante. D'accord ? On a vraiment finalement une présence britannique quasi finalement unanime sur la partie de l'océan Atlantique. Et donc l'Amérique connaît une rupture contre un État fiscal et surtout impérial. La Révolution américaine naît dans un contexte impérial. Après la guerre des 7 ans, de 1756 à 1763, la Grande-Bretagne, évidemment, elle gagne. Mais par contre, elle est lourdement endettée. Et le gouvernement de Londres, sous George III, et surtout son Parlement, il décide de faire contribuer les colonies au coût de leur propre défense. En gros, vous payez, mais vous n'êtes pas représentés, c'est nous qui décidons d'absolument tout. Et là, le problème, c'est pas le niveau absolu de l'impôt, le problème, il est totalement politique. Les colons n'ont absolument aucun représentant au Parlement britannique, et il y a un slogan qui devient très célèbre, ce qu'on appelle le No Taxations Without Representations. En gros, vous ne pouvez pas nous taxer si, quelque part, nous ne sommes pas représentés, et encore une fois, la guerre de 7 ans, elle a été très lourde financièrement pour la Grande-Bretagne, parce que c'était clairement une guerre mondiale, et en fait, elle a fait payer les colonies. Et on voit apparaître finalement en 1765, en 1767 et en 1773, 3 taxes très importantes qu'on va observer. Dans un premier temps, vous avez ce qu'on appelle le Stamp Act. En gros, on taxe le papier. Ouais, le papier. Tout document officiel des journaux, des contrats, des actes juridiques doivent avoir un timbre fiscal. Alors ça paraît banal, mais pour les colons, c'est absolument énorme parce que c'est pas une simple taxe locale, c'est une taxe qui est décidée à Londres par des gens finalement qui n'ont pas du tout été élus, qui ne votent pas, ils ne siègent pas non plus au Parlement britannique, mais par contre, ils payent, et là, il y a une phrase qui va tout déclencher, comme vous l'expliquiez juste avant, le No Taxations Without Representations. Après, vous avez ce qu'on appelle le Townshend Act, juste en dessous. Donc ça, en gros, c'est Londres qui insiste, ils vont taxer désormais le verre, le plomb, le papier, et notamment le thé, les produits du quotidien finalement. Et l'idée britannique, elle est assez simple. Ce sont des petites taxes qui, entre guillemets, ne vont probablement pas provoquer de rébellion, mais entre guillemets, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de principe. Les colons comprennent quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, on taxe le papier, demain, on peut absolument
tout taxer et le pouvoir fiscal devient une arme politique. Et pour terminer, 1773, et ça a été vraiment ce qui a fait éclater finalement la révolution et les révolutions qui ont été menées dans plusieurs colonies. C'est une erreur extrême au niveau de la stratégie. En fait, Londres accorde un monopole à la Compagnie des Indes orientales sur le thé. En gros, vous n'achetez plus votre thé librement, vous achetez finalement au prix décidé par Londres. Et là, c'est le symbole de trop, et c'est finalement ce produit qui va créer un acte théâtral, ce qu'on appelle le Boston Tea Party, et en gros des colons déguisés en amérindiens montent sur des navires britanniques et jettent des cargaisons entières de thé dans le port. Encore une fois, c'est pas juste une émeute, mais c'est un message extrêmement important. Donc les colons ne sont pas pauvres, ils ne sont pas affamés, ils ne veulent pas renverser les riches, ils veulent tout simplement être vus, être représentés, décider d'eux-mêmes de leurs impôts pour pouvoir protéger leurs propriétés, contrôler leur propre gouvernement. Et donc la révolution américaine ne commence pas du tout comme une lutte sociale, mais elle commence juste comme une lutte surtout fiscale, et ça change absolument tout. Vous avez inévitablement parlant des figures centrales à tout ça, Monsieur George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, qui sont même pas des révolutionnaires sociaux, c'est simplement des propriétaires, des juristes, des marchands, des planteurs. Leur combat, il vise à protéger la propriété privée, l'autonomie locale, la liberté contractuelle, la limitation du pouvoir central. Et si vous voulez, ça reste quand même des très grosses têtes de l'époque. Ok, ce sont vraiment les chefs d'entreprise, les libéraux, les puissants du continent. Il faut comprendre que George Washington, c'est le plus grand propriétaire, d'accord ? C'est même pas un révolutionnaire pauvre. Il possède ce qu'on appelle le Mount Vernon, que vous voyez ici à gauche, qui est une immense plantation en Virginie. C'est l'un des plus gros propriétaires terriens de la région. Il dépend du commerce transatlantique. Et il y a un détail révélateur quand même, c'est que quand Londres commence à réguler le commerce colonial, Washington écrit qu'il faut résister pour défendre les droits économiques. Et qu'est-ce qu'il protège ? En fait, il a une autonomie commerciale gigantesque. Ses terres, notamment aussi, et sa capacité à vendre sans contrainte britannique. Encore une fois, c'est pas un homme qui veut renverser les riches. Il en fait absolument partie. On a monsieur Thomas Jefferson aussi, qui est le juriste qui est obsédé par la propriété, lui aussi qui est une très grosse fortune de l'époque. John Adams, qui est l'avocat finalement des commerçants à Boston. On a Benjamin Franklin, qui est l'entrepreneur dit pragmatique, ok, qui est imprimeur, homme d'affaires, inventeur, et il comprend très vite que finalement les taxes britanniques le freinent totalement, et freinent le commerce, l'expansion coloniale, l'autonomie économique, et forcément ça ne lui plaît pas du tout. Alexander Hamilton, pareil, c'est l'architecte du capitalisme américain. Pour lui justement, et je pense que c'est un des personnages les plus révélateurs. Après l'indépendance, ça devient notamment ce qu'on appelle le premier secrétaire au Trésor américain. C'est lui qui va consolider la dette américaine, qui va créer la première banque des États-Unis, qui va structurer le crédit fédéral, qui va rapprocher l'État finalement des financiers. Encore une fois, donc vous voyez qu'on n'est pas finalement face à des petits gars du quartier, on est vraiment face à la très grosse puissance de l'époque. C'est pour ça qu'on les appelle les pères fondateurs. La déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776, rédigée principalement par monsieur Jefferson, s'inspire directement de Locke, d'accord ? Donc en gros, le gouvernement existe pour protéger des droits naturels, préexistant la vie, la liberté et la recherche du bonheur. D'où finalement la phrase « Life, Liberty and the Pursuits of Happiness », autrement dit la révolution américaine n'est pas du tout dirigée contre une aristocratie locale, riche, comme vous allez voir avec la France. Elle est dirigée contre un État impérial qui est perçu comme beaucoup trop intrusif, et les élites évidemment économiques participent à la rupture. Elles ne sont pas la cible du soulèvement, elles sont les architectes, qui changent absolument tout. Et c'est vrai qu'en France, la situation elle est totalement différente, ça n'a rien à voir. Le royaume il sort également très affaibli financièrement, notamment après avoir soutenu militairement les insurgés américains. En gros, ils ont aidé les États-Unis contre la couronne britannique, et donc la dette publique elle est massive, le système fiscal il est inefficace et profondément inégalitaire. Enfin bref, c'est un bordel sans nom. Il faut quand même comprendre qu'à la veille de 1789, la dette publique française elle atteint environ 4 à 4,5 milliards de livres tournois. Pour l'époque, c'est colossal, c'est 80% des revenus annuels du royaume, près de 50% des recettes de l'État qui servent uniquement à payer les intérêts de la dette. Autrement dit, ça n'a pas changé par rapport à aujourd'hui. L'État fonctionne pour payer ses créanciers. Et ce qu'il faut vraiment saisir, c'est que
En fait, c'est une histoire de faillite répétée. Et c'est pas nouveau en 1789 d'avoir une faillite ou de crouler finalement sous les problèmes de dette. Il faut comprendre que la monarchie française elle a déjà connu beaucoup de banqueroutes. En fait, auparavant, en 1558 avec Henri II, en 1598 avec Henri IV, en 1649 sous la Fronde. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Fronde, c'est à peu près 1648, 1653, ça a duré quand même longtemps, à peu près 5 ans. Et en fait, c'est une période de troubles très très graves qui frappait le royaume de France, alors qu'on était en pleine guerre contre les Espagnols, et justement c'était pendant la minorité de Louis XIV, si je dis pas de bêtises, et c'est une période de révolte, d'accord, qui est marquée par une brutale réaction face à la montée de l'autorité monarchique, notamment en France, sous Henri IV, et notamment sous Louis XIII, qui est renforcé notamment par la fermeté de Monsieur Richelieu, qui connaîtra son apogée sous le règne de Louis XIV, et après la mort de Richelieu en 1642, puis celle de Louis XIII en 1643, le royaume il est affaibli par l'organisation d'une période de régence, par une situation financière et fiscale d'ailleurs catastrophique où les prélèvements étaient absolument gigantesques, notamment pour financer la guerre des 30 ans, etc. Donc vous voyez bien que c'est des histoires qui sont répétées. Après justement, on a 1709, la guerre de succession d'Espagne, 1770 sous Louis XIV. On estime qu'entre finalement le XVIe siècle et le XVIIIe siècle, la monarchie française a procédé à au moins 8 restructurations majeures de dette. Le système tient, mais est en permanence sous tension. C'est exactement ce qu'on vit actuellement dans nos temps modernes. Et ironie de l'histoire, malgré tous ces très gros problèmes de dette avant 1789, donc avant la Révolution française, en fait la France, elle a aidé les insurgés américains, comme je vous l'ai expliqué, à se battre contre l'Angleterre. Entre 1778 et 1783, elle a financé l'armement, la flotte, les troupes, les soutiens logistiques, qui a pour coût à peu près 1,3 milliard de livres, et c'est vraiment l'un des coups de grâce financiers de l'époque, et la monarchie, elle gagne une revanche géopolitique évidemment contre l'Angleterre, mais elle s'enfonce encore plus dans sa dette. Et le royaume en fait, à l'époque, il est divisé en 3 ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Il faut comprendre que le tiers-état, qui est juste ici, en fait, c'est à peu près 80 à 90% de la population, mais la fiscalité, elle est profondément inégalitaire. La noblesse, elle est largement exemptée de la taille, le clergé, il paye un don gratuit négocié, et tout le poids fiscal repose principalement sur les paysans, les artisans, les bourgeois. Donc, en fait, le problème n'est pas seulement la dette, c'est ceux qui, finalement, ont le plus de richesses institutionnelles, qui contribuent le moins. C'est-à-dire que le clergé, la noblesse ne payent absolument quasiment pas d'impôts, et tous ceux qui doivent financer le train de vie du roi, si vous voulez, notamment la vie de l'État, etc., c'est le peuple. Ceux qui payent la dette, c'est le peuple. Sauf ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à aujourd'hui, en fait, on n'avait pas autant de possibilités de taxer. Vous voyez bien, on n'a pas 40 finalement branches professionnelles. On a des mendiants, des domestiques, des ouvriers, des artisans, des laboureurs, si vous voulez, de tout ce genre de choses, ok, et surtout la TVA, machin, tout ça n'existait pas, la taxe foncière, enfin vous voyez bien. Donc en fait, on a une possibilité d'aller récupérer de l'argent qui est très 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 limitée si jamais ça se passe pas bien. Et en fait, la richesse, elle n'est pas condamnée en tant que telle, mais elle cesse d'être protégée par la naissance, d'accord, à partir de finalement 1788, vous avez vite comprendre qu'on a des choses quand même très importantes qui se mettent en place. Et donc, qu'est-ce qui se passe 1788, c'est un peu la cata. Les récoltes sont extrêmement mauvaises en France. Ça signifie quoi? Ça signifie que la base taxable a diminué, parce que si les récoltes sont pas bonnes, bah les ventes vont être moindres. Si les ventes sont moindres, l'impôt est inévitablement moindre. Le prix du pain explose, les créanciers commencent à douter de la capacité de la France à payer ses dettes, et donc les réformes fiscales sont totalement bloquées par le Parlement. Et donc on a le contrôleur général des finances qui s'appelle Calonne, qui propose de taxer la noblesse qui refuse. Le roi, alors en 1789, convoque ce qu'on appelle les États généraux, et en fait il ouvre involontairement une crise politique majeure. Le débat ne porte pas seulement sur la dette, mais sur la légitimité du système social lui-même, et c'est la première convocation quand même depuis 1614, ça veut dire à quel point c'est quand même historique, et c'est un moment qui est crucial. La dette force la représentation politique. Et donc contrairement à l'Amérique, où l'élite mène la rupture, en France, la rupture vise l'ordre social lui-même. Et dans la nuit du 4 août 1789, on abolit les privilèges féodaux, le droit de seigneurie et surtout les exemptions
fiscale et la déclaration des droits proclament l'égalité devant l'impôt pour que tout le monde puisse donner ce qu'il y a à donner, parce que finalement toute la concentration de richesse, ne l'oubliez pas, était ici, donc il y a l'argent pour payer finalement les créances, la richesse ne doit plus être protégée par le statut, et surtout la révolution, en fait c'est une révolution sociale et fiscale avant d'être purement institutionnelle. Donc elle vise surtout à détruire tout ce qui était les privilèges héréditaires, les exemptions de copains fiscaux et surtout la hiérarchie juridique des ordres. La richesse est donc historiquement liée à un statut privilégié. C'est cette association qui marque durablement la culture française. Et c'est là où c'est archi fondamental tout ce que je suis en train de vous expliquer, parce qu'en fait aux États-Unis on se révolte contre un État qui taxe, alors qu'en France on se révolte contre une société qui protège fiscalement les riches. Et c'est pas la même dynamique. La Révolution française, elle est aussi une révolution fiscale, surtout sociale, d'accord, et surtout une révolution contre les exemptions. La richesse y est historiquement liée au privilège, et vous voyez à peu près où est-ce que je veux en venir, d'accord? Et donc inévitablement parlant, ce qu'on doit comprendre, et ce que vous devez comprendre par rapport à ça, c'est qu'en France, la richesse elle est historiquement associée à l'exemption, au privilège, à l'injustice fiscale ou à un ordre social qui est fermé, alors qu'aux États-Unis, la richesse elle est associée à la propriété, l'initiative, l'autonomie, la liberté. Donc c'est deux révolutions qui finalement proviennent de deux colères différentes et de deux mémoires politiques totalement opposés. Et donc c'est sûr que historiquement parlant, la société française, elle n'est pas contre la réussite elle-même, mais elle reste marquée par une mémoire politique fondatrice, celle d'une révolution qui est dirigée contre des pouvoirs fiscaux et sociaux, des privilèges fiscaux et sociaux. Et en 1789, la richesse s'est associée comme l'exemption d'impôts, à la naissance et à une hiérarchie qui est jugée totalement injuste. La révolution, elle a placé l'égalité au centre de la légitimité politique. Depuis lors, évidemment, l'élévation individuelle n'est pas pleinement acceptée que si elle paraît compatible avec l'équilibre collectif. Contrairement aux États-Unis, où la réussite économique, elle s'inscrit dans un récit qui est national. C'est une expression de la liberté et de l'autonomie. La France, elle a construit son imaginaire autour, finalement, de la correction des inégalités institutionnelles. Et c'est cette différence fondatrice qui explique qu'une grande réussite puisse parfois susciter non pas une hostilité automatique, mais une interrogation. Respecte-t-elle le principe d'égalité républicaine qui structure, finalement, l'histoire du pays ou pas? Et c'est vrai qu'après toutes ces problématiques, juste après, on a finalement le Premier Empire, avec, on va parfois ensuite avoir Monsieur Napoléon, la Restauration, la monarchie de Juillet, puis par la suite, les républiques qui vont se succéder, d'accord, donc Première République, Deuxième République, Troisième République, mais surtout, en fait, on va par la suite mettre un État central qui va absolument quasiment tout contrôler, et qui va être, si vous voulez, primaire sur pas mal de points. Donc vous voyez bien que finalement d'un côté on se révolte contre la richesse, finalement la noblesse, le clergé et donc tout cet aspect hyper inégalitaire, et de l'autre côté en fait on a surtout une révolution extrêmement libérale où on veut surtout de la liberté et ne pas avoir une entité centrale qui contrôle quoi que ce soit. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, vous en savez un petit peu plus sur pourquoi, historiquement parlant, la réussite, en grands mots que j'utilise, est plutôt mal perçue en France, parce que c'est historique, c'est ancré finalement dans l'ADN du pays. Alors en effet, aujourd'hui, la réussite est perçue de manière totalement différente, mais ce qui incombe aujourd'hui notamment la réussite du pays, et notamment la réussite d'un entrepreneur en France, c'est notamment tout ce qui va être la base fiscale, le contrôle, les normes, la charge administrative, etc., etc., qui, comme j'explique parfaitement sur Finology, provient totalement de ces époques-là et qui n'a fait qu'évoluer et se transférer de république en république. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans un prochain format. Salut tout le monde, ciao ciao.